Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Radio. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau dialogue au présent entre juifs et chrétiens. Le père Christophe Lesourd, directeur du Service national pour les relations avec le judaïsme à la Conférence des évêques de France, invite chaque mois un représentant de la communauté juive pour un dialogue fraternel qui doit nous aider à mieux nous connaître et mieux nous estimer avec nos frères juifs. Ainsi, essayons-nous de mettre en œuvre, à notre échelle, la déclaration de Vatican II Nostra Aetate, qui encourage et recommande entre les chrétiens et les juifs la connaissance et l'estime mutuelle qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques ainsi que d'un dialogue fraternel. En ce mois très particulier de commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, Père Christophe Lesourd, nous sommes très heureux d'avoir ce dialogue. Et qui avez-vous donc décidé d'inviter ce mois-ci et pourquoi ? Alors bonjour Flore, merci beaucoup de votre accueil. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir le président du CRIF, Yonatan Arfi. Bonjour. Un grand merci Yonatan de ta présence, d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Alors, pour beaucoup d'auditeurs de KTO Radio, le CRIF, il y a un côté mythique. Alors, est-ce que tu peux nous aider à comprendre en quoi consiste le CRIF ? Tout d'abord, première question, quel est l'historique du CRIF ? Bien sûr, alors le CRIF, c'est effectivement un acronyme dont beaucoup ont pu entendre parler. En fait, c'est une association, loi 1901, comme beaucoup, créée dans la clandestinité en 1943, alors que la France est occupée, par des juifs de toute origine, de toute conviction politique aussi, qui se réunissent autour de la même table, parce qu'à ce moment-là, ils considèrent que c'est le moment de penser le judaïsme d'après-guerre, de gérer évidemment aussi la résistance juive autour d'eux. Et donc c'est dans ce contexte-là que le CRIF est créé. On est d'une certaine manière un pendant juif au CNR, au Conseil national de la résistance, qui, à la même période, réunit l'ensemble des acteurs de la résistance pour déjà penser aussi la société française de l'après-guerre. Eh bien, le CRIF, c'est un peu l'équivalent. C'est une structure laïque. Nous réunissons 75 organisations différentes. Parmi ces 75 organisations, certaines sont des organisations cultuelles. C'est le cas, par exemple, des Juifs Lubavitch ou des Juifs libéraux et d'autres. Mais l'essentiel des organisations sont des organisations sociales, éducatives, mémorielles, parmi lesquelles, par exemple, les éclaireurs éclaireuses israélites de France, l'Union des étudiants juifs de France, le mémorial de la Shoah, les fils et filles des déportés juifs de France, pour citer, par exemple, ces organisations. Est-ce que tu peux donner des noms de grandes figures au moment de la fondation du CRIF, ceux qui ont donné l'impulsion ? Oui, parmi les grandes figures, beaucoup de figures juives engagées dans la clandestinité à ce moment-là, pendant cette période 1943-1944. Il faut comprendre qu'il y a eu, durant la période de la guerre, différents moments pour les Juifs et leurs institutions, avec des tournants. Et l'un des tournants a été au moment où le président du consistoire de l'époque a été arrêté, puis déporté. Et ça a été perçu comme le sentiment que le fait de travailler de manière ouverte, en coopération, entre guillemets, répondre aux injonctions qui étaient faites par les autorités de Vichy, n'était qu'un jeu de dupes. Et que c'était de toute façon une condamnation à mort pour les Juifs. Et il y a eu cette prise de conscience, et ce qui a été un peu le déclencheur pour réunir autour de la même table l'ensemble des composantes du judaïsme français. Alors, quelles étaient ces composantes, peut-être, pour voir un peu le pluralisme qu'il y avait déjà à l'époque ? Vous aviez un judaïsme français qui était très varié entre un judaïsme historique autour du consistoire, qui réunissait plutôt les Israélites français, donc plutôt de vieilles familles françaises, d'implantation française ancienne, disons. Vous aviez des Juifs plutôt immigrés, récents, venant pour beaucoup d'Europe de l'Est, et souvent communistes. Vous aviez par ailleurs des Juifs
on va dire, non communistes, mais sionistes ou bundistes, qui étaient aussi des tendances très fortes dans le judaïsme à ce moment-là. Et ce sont des gens qui n'avaient pas les mêmes, qui ne partageaient pas les mêmes organisations. Et il a fallu effectivement cette période-là, 43-44, pour qu'ils se retrouvent autour de la même table, autour du CRIF, créé à Lyon à ce moment-là. Il fait suite à la création d'une organisation précédente en 1943, avant donc le CRIF fin 43, début 44. Ça fait 82 ans qu'il y a eu cette création du CRIF. Quels ont été les grands moments, les grandes étapes de ce conseil ? D'abord, la première étape, c'est celle de sa constitution et de la définition, on va dire, de sa vocation. La vocation du CRIF, c'est de représenter les institutions juives de France, et je dis bien les institutions et pas les juifs individuellement, dans la société française et en République. Évidemment, chacun est représenté par lui-même, c'est déjà beaucoup. Mais les institutions, en revanche, elles peuvent se fédérer et avoir une voix commune. Et le CRIF a cette vocation de représenter les institutions auprès à la fois des pouvoirs publics, des médias et de la société civile. J'insiste sur les trois aspects, pour porter un peu les aspirations, mais aussi les craintes qui traversent le judaïsme français. On a donc une première phase qui est cette phase d'installation, un des tournants majeurs qui correspondent à la prise de conscience politique aussi de la communauté juive de France, notamment au moment de la guerre des 6 jours, qui a été une date qui a fait rupture quand même dans le rapport des Français juifs à Israël notamment, et puis après des périodes structurantes comme les années 80, avec un président comme Théo Klein, qui est resté dans l'histoire, notamment pour avoir créé le premier dîner du CRIF à ce moment-là, en 1985, et ce dîner est devenu un petit peu le moment le plus emblématique de la vie de l'institution chaque année, puisque c'est un moment où nous recevons autour de personnalités de la société civile, de la société, du monde politique, du monde culturel, nous recevons en général soit le président de la République, soit le Premier ministre, pour un échange autour de la question de l'antisémitisme, autour de la question de la laïcité, de la cohésion sociale dans notre pays, de la politique étrangère. Enfin voilà, on a beaucoup de débats autour des questions juives au sens large. Alors, quel est l'objectif de ce dîner que tu viens d'évoquer ? Lorsqu'on invite toutes ces personnes, quel est l'objectif ? Bien, le dîner du CRIF, beaucoup de gens, effectivement, il y a beaucoup de fantasmes d'abord exactement, autour du dîner du CRIF, et c'est important d'en parler exactement. Voilà. D'abord, c'est un dîner, j'allais dire, très transparent, puisque la presse y assiste, et donc il est très largement rapporté médiatiquement. Je pense qu'il trouve son sens dans précisément les conditions de création du CRIF et le point de rupture qu'a été la Shoah dans l'histoire du judaïsme français. Et au fond, c'est comme si, une fois par an, la République venait se regarder au miroir de sa relation avec ses juifs, les Français juifs, pour faire le point sur notamment le rapport à l'altérité, le rapport à ses racines judéo-chrétiennes, le rapport à Israël, le rapport donc aux questions de mémoire, de la Shoah, le rapport... Voilà. Et tous ces sujets-là ressortent à ce moment-là. Alors on me dit souvent, mais pourquoi ce grand dîner, finalement, les Juifs ne représentent que 1% de la population française ? Est-ce que c'est pas démesuré ? Voilà. Je plaisante souvent en disant que c'est pas une question numérique, c'est évidemment une question symbolique, mais d'une certaine manière, le salon de l'agriculture aussi, l'ensemble de la classe politique y participe, parce que c'est une question symbolique plus que numérique. Alors le salon de l'agriculture, c'est les terroirs, l'alimentation, une part de l'histoire. Et bien, pour le monde juif, c'est le rapport à l'altérité, les racines judéo-chrétiennes, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup, et la question de la mémoire de la Shoah, bien sûr, qui joue. Donc autour de ce dîner, il y a l'idée que la République s'arrête un instant et regarde, fait un temps d'introspection à partir de ces questions-là. Et je crois que c'est le sens profond du dîner qui fait qu'il n'a pas vraiment d'équivalent au sens strict. Voilà. Alors il y a un autre événement que tu as créé qui est la célébration de la loi d'émancipation.
Alors, est-ce que tu peux l'évoquer, cette loi, et dire pourquoi tu as souhaité précisément en faire un événement important ? Je te remercie effectivement d'évoquer ce sujet parce qu'il y a un temps dans l'histoire française et en particulier les années qui, après la Révolution, mènent à la République, qui est un temps qui passe souvent sous le radar, à la fois républicain, mais aussi le radar des institutions juives, et notamment une date, le 27 septembre 1791. Bien, le 27 septembre 1791, c'est la date du vote par l'Assemblée nationale constituante du décret d'émancipation des Juifs de France. À partir de ce 27 septembre 1791, les Juifs ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'ensemble des Français, et ils deviennent au fond des Français comme les autres. Auparavant, il y avait eu la Révolution, mais les Juifs étaient exclus, restaient exclus de la communauté nationale avec toute une série de devoirs et de réserves particulières qui les concernaient. Et cette entrée des Juifs dans l'universalité de la communauté, on va dire, citoyenne, eh bien, c'est la France qui le fait en premier. Alors, il y a des débats autour des États-Unis, mais les États-Unis, ça s'est fait un peu avant. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de réserves qui sont restées, par exemple, sur des sujets de quotas de Juifs dans les universités américaines jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc, l'émancipation pleine et entière, elle se passe d'une certaine manière d'abord en France, et c'est l'idéal républicain qui la réalise. Et il me semblait important que ça se soit dit chaque année, que le 27 septembre, chaque année, nous organisions un temps autour de cette célébration de cette relation entre les Juifs et la République. D'abord parce qu'on parle beaucoup d'antisémitisme, et on va malheureusement en parler sans doute dans notre échange, parce que l'actualité nous l'impose, mais que moi, ça m'importe de réancrer les Juifs dans l'histoire et la géographie française, et dans cette communauté de destin avec la République. Au fond, les Juifs de France ne seraient pas ceux qu'ils sont aujourd'hui s'il n'y avait pas eu, évidemment, la Révolution, l'idéal républicain, et donc cette émancipation. Et je souhaite, chaque année, rendre hommage à ce 27 septembre. Alors, on a fait un temps l'an dernier à l'Assemblée nationale, cette année au Sénat, et on continuera comme ça, dans des lieux républicains symboliques, à marquer cet anniversaire chaque année. Comment fonctionne le CRIF ? Que les instances, que nos amis puissent avoir une idée, puisqu'il y a autant d'associations que tu as évoquées, comment chacune est représentée, le long des voies, les élections, enfin comment ça fonctionne ? Le CRIF, c'est une démocratie, donc en fait nous avons à peu près 75 organisations, je le disais, qui ont chacune des délégués à l'Assemblée générale du CRIF. Le nombre de délégués varie selon le poids des organisations, évidemment. Et au total, nous avons à peu près 250 délégués à l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale se réunit 2 fois par an. Elle élit un comité directeur d'une 50aine de membres, qui lui-même élit un bureau exécutif d'une 12aine de membres. Et le président est élu directement par l'Assemblée générale. Et donc, on est sur du vrai suffrage indirect, puisque ce sont des grands électeurs qui composent l'Assemblée générale du CRIF, des grands électeurs qui sont désignés par les différentes associations. Et donc, on est en fait une représentation de la société civile juive. Et c'est un point qui est important et auquel je suis attaché, c'est ce pluralisme interne au fonctionnement du CRIF. On imagine le CRIF, on entend beaucoup le CRIF par le biais des déclarations, alors, des présidents successifs, et on imagine que c'est monolithique derrière, mais pas du tout. Vous venez au sein du CRIF, vous allez trouver des gens de droite, des gens de gauche, vous allez trouver des gens très pratiquants, des gens qui ne sont pas croyants du tout également. Et donc vous avez toutes les facettes de l'identité juive qui vont vibrer d'une certaine manière à ce moment-là. Et au sein du CRIF. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On a vocation dans notre fonctionnement à faire que toutes les institutions juives, tous ceux qui font la vie juive en France, puissent se retrouver un peu dans le rythme de l'institution. Donc on a nos instances, Assemblée générale, comité directeur, bureau exécutif, avec leurs réunions régulières. On a des commissions sur beaucoup de sujets, dont une commission des relations avec les églises chrétiennes qui fonctionne bien et régulièrement. Et je veux saluer des figures comme Rafi Marciano, Jean-François Bensaël, Richard Prasquier, un de mes prédécesseurs qui ont été et sont toujours très impliqués sur ces questions-là. Et donc on a voilà, comme ça une vie de l'institution qui scande un peu toute l'année avec des temps forts mais aussi des temps intérieurs, des temps internes. Et la durée d'un mandat?
Alors, le président du CRIF est élu pour 3 ans. J'ai été élu moi-même en juin 2022, donc mon mandat arrive à terme le 15 juin 2025. On a la possibilité au CRIF de ne faire que 2 mandats consécutifs. Mes prédécesseurs ont tous fait d'ailleurs 2 mandats, mais pas plus de 2 mandats consécutifs. Et donc ça impose aussi un renouvellement, un fonctionnement démocratique très bien tenu honnêtement au sein de l'institution. Et c'est peut-être... ce qui fait la vitalité aussi du CRIF, c'est qu'il est forcé à ce renouvellement qui est, je crois, très sain dans le fonctionnement démocratique de manière générale. Après, les membres du bureau exécutif, les membres du comité directeur ont des mandats de 6 ans qui sont renouvelables. Alors, il y a aussi des limites de renouvellement. Enfin, après, c'est de la mécanique interne. Mais ce qui est important, c'est d'expliquer qu'effectivement, il y a un vrai pluralisme dans l'institution qu'on ne perçoit pas nécessairement de l'extérieur, mais qui est important dans la vie interne. Et c'était important que tu nous en parles. Il y a un événement très important, c'est la convention. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, dans l'histoire du CRIF, on a effectivement beaucoup parlé du dîner du CRIF depuis les années 80. Mais l'un de mes prédécesseurs, Roger Kuckerman, il y a une vingtaine d'années, a voulu installer un autre temps dans le calendrier du CRIF. Et ce temps du CRIF, ce deuxième temps, on l'a un peu pensé comme l'anti-dîner du CRIF. Le dîner du CRIF, c'est entre guillemets mondain, c'est fermé, c'est cher aussi pour les gens qui participent. Là, et c'est médiatique. Là, on a créé un temps au contraire intellectuel, ouvert, un temps de débat gratuit, accessible à tous. Et on a sur une journée, autour de questions qui sont assez larges, c'est le monde d'après, c'était le thème de notre dernière convention, une vingtaine de tables rondes, 80 intervenants, des conférences plénières, des déjeuners-débats, sur une journée entière à Paris. Et c'est quelque chose auquel on est très, très attaché pour montrer, illustrer notre participation au débat public. Et pour y avoir assisté, c'est tout à fait passionnant. C'est toujours impressionnant de voir la qualité des invités et des interventions. Il est temps maintenant de faire une petite pause en musique et nous retrouvons ensuite le père Christophe Le Sourd et son invité Yonatan Arfi, président du CRIF, pour la seconde partie de notre dialogue au présent entre juifs et chrétiens. À tout de suite.
Vous êtes bien sur KTO Radio, dans votre rendez-vous du week-end, Juifs et chrétiens, dialogue au présent. Le père Christophe Lesourd reçoit aujourd'hui Jonathan Arfi. Jonathan, dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué la création du CRIF, le fonctionnement du CRIF. Maintenant, il est important d'évoquer ce qui vient de se passer il y a quelques jours, à savoir, premièrement, la grande cérémonie à Auschwitz le 27 janvier dernier. Et puis, quelques jours après, nous étions ensemble à l'invitation du CRIF à nouveau à Auschwitz. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que représente ce voyage mémoriel que le CRIF organise ? Bien sûr, effectivement, nous faisons chaque année des déplacements à Auschwitz-Birkenau pour aller sur les lieux de mémoire, pour sensibiliser nos concitoyens à ce que Auschwitz représente, mais ce que c'est aussi réellement. Et cette année, évidemment, avec le 80e anniversaire de la libération du camp, ces voyages ont d'autant plus de sens. Et donc, j'ai eu l'occasion de me rendre 2 fois sur place à quelques jours d'intervalle, le 27 janvier puis le 2 février. Aller à Auschwitz, c'est d'abord, évidemment, rendre un hommage aux victimes, se rendre sur le lieu du plus grand massacre de Juifs de l'histoire, mais c'est aussi revenir avec beaucoup de questions. Revenir sur des questions qui sont des questions au présent, toujours. Et ça, c'est quelque chose qui est pleinement dans la mission du CRIF, qui est de dire quelles leçons tirons-nous d'Auschwitz, avec quel bagage on revient d'Auschwitz, parce qu'on ne revient jamais le même que celui qui est parti d'une certaine manière. C'est une question qui interpelle chacun, quelle que soit sa conviction religieuse, quelle que soit son origine. Il y a évidemment quelque chose d'universel dans l'interpellation que représente une visite à Auschwitz. Et nécessairement, par les temps que nous vivons aujourd'hui, ça repose évidemment la question de l'antisémitisme, de sa permanence dans l'histoire. Est-ce que finalement, il est possible de vaincre l'antisémitisme ou pas ? Qu'y a-t-il de commun entre les différents visages de l'antisémitisme dans l'histoire, qui peuvent apparaître comme extrêmement différents, voire entre guillemets contradictoires entre eux, et qui pour autant ont une forme de constance. Voilà, c'est un peu le sens de ce genre de voyage. Et puis c'est souvent aussi, j'insiste sur ce point-là, un temps de transmission. C'est que j'ai vu dans nos voyages beaucoup de gens venir en famille. J'ai en tête des personnes publiques ou anonymes d'ailleurs, qui font le choix de venir dans ces voyages avec leurs enfants, ou parfois leurs enfants et leurs petits-enfants, pour faire d'Auschwitz un lieu de transmission de sens sur ce qu'est leur identité juive, comment ils l'ont construite, j'allais dire, malgré l'antisémitisme, avec cette responsabilité qui est sur leurs épaules pour les familles qui sont directement concernées aussi. Ce voyage mémoriel est toujours en lien avec le mémorial de la Shoah. Est-ce que tu peux expliquer le pourquoi de ce choix ? D'abord parce que quand on parle d'Auschwitz, on parle d'abord de faits historiques. Et que aller à Auschwitz, c'est évidemment important, mais si on le fait mal accompagné, mal préparé, eh bien on peut passer au fond à côté du message, à côté aussi de la compréhension de ce qui s'y est passé. Auschwitz, c'est un lieu complexe, parce que quand on parle d'Auschwitz, les gens ont souvent une image en tête qui est le portail d'entrée avec marqué Arbeit macht frei, le travail rend libre, qui faisait partie donc, de la stratégie de manipulation des nazis vis-à-vis des déportés. Or, à Auschwitz, il y a plusieurs camps, il y a des camps de différentes natures. Le camp d'Auschwitz, c'est le camp, entre guillemets, de concentration, alors que le camp de Birkenau, c'est le camp d'extermination. Le lieu du massacre des Juifs, de l'extermination des Juifs, c'est Birkenau, en fait, qui est le lieu vraiment de la mémoire juive. Le camp d'Auschwitz, il a été aussi beaucoup le lieu de la mémoire polonaise, puisqu'il y a eu des résistants polonais déportés à Auschwitz, mais pas exterminés, ou en tout cas moins exterminés, voilà. Et donc on a un lieu d'une vraie complexité. Et pour ça, le mémorial de la Shoah permet d'avoir des guides
formés, qualifiés, pour accompagner chacun des groupes, pour expliquer ce qu'on voit, parce que sinon, eh bien, on peut ne pas comprendre la réalité de ce qu'on aura réellement vu sous nos yeux. Et de façon régulière, dans ces voyages mémoriels, vous invitez aussi les témoins, c'est-à-dire des rescapés, et c'est toujours bouleversant de les entendre in situ expliquer comment ça se passait. Oui, on a la chance, ces années encore, de pouvoir espérer avoir régulièrement avec nous un ou une rescapée de la Shoah qui reviennent dans ces voyages et qui guident, qui racontent leur histoire effectivement dans les lieux. J'ai en tête Esther Seno, j'ai en tête Léon Lefkowitz, qui ces dernières années nous ont accompagnés dans des voyages et racontant leur histoire à Auschwitz, très, très simplement, très directement. C'est quelque chose qui est précieux parce qu'on sait que ça ne durera pas, qu'il faut déjà se préparer à la transmission de la mémoire de la Shoah sans témoin, que l'on sait que sans témoin, évidemment, la tâche sera plus facile pour les négationnistes, mais aussi au-delà des négationnistes, pour tous ceux qui sont dans la relativisation, la minimisation, la banalisation, qui est peut-être le plus grand défi auquel la mémoire de la Shoah fait face aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup du négationnisme, mais au fond, le négationnisme, je l'espère, a été, si ce n'est totalement vaincu, en tout cas contenu. Ce qui, en revanche, s'est beaucoup développé ces derniers temps, ce sont des discours de relativisme, qui sont plus pernicieux, qui peuvent même parfois s'appuyer sur la mémoire de la Shoah pour s'attaquer aux Juifs. Et ces logiques-là, eh bien, les rescapés sont évidemment très précieux pour y répondre, et il faut se préparer à devoir y répondre un jour sans eux. Et justement, c'est tout l'enjeu de la transmission de la mémoire de la Shoah. Par exemple, la Conférence des évêques de France a confié au Service national pour les relations avec le judaïsme, en lien avec nos amis du comité français de Yad Vashem, de réaliser une exposition qui s'intitule « Du cri du cœur à la voix des justes ». Et on voit bien que c'est un outil pédagogique extrêmement utile en direction des jeunes générations. On voit bien à travers un certain nombre d'études qu'il y a une difficulté réelle à transmettre la mémoire de la Shoah. Oui. Quels seraient tes conseils pour qu'on puisse progresser à ce niveau ? En fait, la difficulté, c'est que chaque génocide est unique et a en même temps une portée universelle. Et si on efface les spécificités, alors on efface une partie du message. Si évidemment on ne tient pas compte du caractère universel, alors on pense que c'est derrière nous définitivement et qu'il n'y a pas de leçon à en tirer. Dans le cas d'Auschwitz, les spécificités, c'est que c'est évidemment une des expressions les plus paroxystiques de l'antisémitisme. Et donc on a besoin d'être très clair sur le caractère un peu multidimensionnel de la tragédie qu'a représenté la Shoah. Il y a quelque chose de vertigineux et qu'effectivement, il faut le réinscrire dans l'histoire des tragédies que l'homme a pu faire à l'homme, mais il faut aussi le réinscrire spécifiquement comme un événement dans l'histoire de l'antisémitisme. Si Auschwitz a été libéré le 27 janvier 1945, l'antisémitisme, lui, ne s'est pas éteint à Auschwitz. L'antisémitisme n'a pas été tué à Auschwitz. Au contraire, il s'est réinventé, il a pris de nouvelles formes, et c'est ça qui doit nous amener à une forme de vigilance en tenant compte de la particularité de chacun des génocides. C'est pareil évidemment avec le génocide arménien, le génocide des Tutsis, et ainsi de suite. Et est-ce qu'il y a des outils qui sont proposés par le CRIF, mis à disposition, par exemple, pour l'enseignement public, l'enseignement catholique? Voilà, Alors, c'est plutôt le mémorial de la Shoah qui intervient très directement dans les écoles sur les questions de mémoire. Nous travaillons au CRIF avec notre commission éducation sur un projet de fresque contre l'antisémitisme, un peu comme la fresque du climat, avec les différents acteurs associatifs partenaires. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans le monde scolaire. Il faut qu'ils soient soutenus. J'ai le sentiment qu'on est dans une période où l'école a besoin d'être aidée. Que
l'école, parce qu'elle a été fragilisée, eh bien, elle n'est plus en mesure de répondre aussi fortement qu'avant, au fond, aux poussées populistes, mais aussi antisémites, haineuses, sexistes, qu'on voit se développer dans la société et qui dorénavant rentrent aussi à l'école. J'ai été saisi, moi, ces derniers temps, parfois par des parents d'élèves de 8 ans, de CE1, nous rapportant des cas d'antisémitisme. Et donc on a besoin que l'école soit soutenue dans ce combat-là, qu'elle puisse s'appuyer sur les questions de mémoire de la Shoah, mais avec aussi évidemment toujours en tête la dimension contemporaine de l'antisémitisme. Et évidemment, à cet instant, on pense à un livre qui a fait date, c'est Les territoires perdus de la République, sous la direction de Georges Bensoussan. Est-ce que l'état des lieux a empiré ou est-ce que ça a été suffisamment pris en considération, cette interpellation? Incontestablement, ce livre qui date de 2002, donc il faut rendre hommage au travail qu'a réalisé Georges Bensoussan à l'époque et depuis ce temps-là. C'est un constat qui était fait il y a 23 ans maintenant, et on ne peut que voir le fait que ça s'est malheureusement dégradé. Les zones concernées se sont étendues et on a une école qui a été fragilisée. Je rappelle quand même les assassinats de Samuel Paty, de Dominique Bernard, de Jonathan Sandler, qu'on a tendance à oublier, mais qui était aussi enseignant et qui a été tué donc à Toulouse au moment de l'école Haute-Sahara Torah, l'attentat contre Haute-Sahara Torah en 2012. Donc on voit qu'on a quand même des étapes qui ont été franchies qui, quoi qu'on en dise, affaiblissent l'école. Évidemment que les enseignants sont fragilisés collectivement quand l'un des leurs est assassiné, qui ne le serait pas. Et on a besoin de les aider, d'abord en reconnaissant qu'ils ont pour mission la transmission des savoirs, mais aussi la formation de citoyens vigilants, concernés, voilà, et qui voient les choses avec clarté. Il y a effectivement le sujet aujourd'hui de l'islamisme qui pèse sur la société française très, très largement, qui pèse sur nos concitoyens musulmans peut-être d'abord et avant tout, qui ensuite évidemment vise juifs, chrétiens et apostats de manière générale. Donc on a quand même besoin sur ces sujets-là comme sur d'autres d'avoir une école qui soit mieux armée aux défis actuels. Donc je crois que ce qui était déjà en germe en 2002 s'est malheureusement confirmé depuis plus largement. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué une des commissions du CRIF, qui est celle consacrée aux relations avec les chrétiens, juifs et chrétiens. Est-ce que tu peux en dire un mot sur à la fois son importance et ce que toi tu dirais comme président du CRIF concernant les relations entre juifs et chrétiens? Bien sûr. D'abord, une des grandes figures de cette commission des relations avec les églises chrétiennes, c'était quelqu'un qui s'appelait Gérard Israël, qui a été vraiment celui qui au CRIF a porté pendant très longtemps, sans doute plus de 20 ans, ce sujet-là. Cette commission, elle réunit des personnalités au sein du CRIF qui ont compris à quel point le dialogue judéo-chrétien était essentiel. C'est au fond peut-être la branche principale sur laquelle est assis le judaïsme français, sans ce dialogue judéo-chrétien, sans ce qu'il a pu construire, sans d'ailleurs ce qu'il a offert au monde, parce que c'est du dialogue judéo-chrétien en France qu'est née l'amitié judéo-chrétienne, et puis derrière Vatican II. Donc on a quand même quelque chose à dire au monde depuis la France sur ce sujet-là. Et je mesure combien c'est reposant pour les Juifs de savoir ce dialogue si solidement ancré. Alors évidemment, il faut toujours le parfaire, il faut l'animer, il faut le faire progresser, il faut l'adapter aux défis contemporains. Mais j'ose à peine imaginer, moi je suis né en 1980, donc j'ai toujours connu des relations apaisées entre le monde juif et le monde chrétien. Mais je n'arrive même pas à imaginer ce que devait être l'angoisse ou la fragilité juive
dans des moments où les relations avec le monde chrétien n'étaient pas celles-là. Et ça, on le doit à ce dialogue-là qui est en fait central à partir du moment où on veut penser la relation des Juifs à leur environnement, évidemment dans la société française. Et à cet instant, on pense évidemment à la figure magnifique de Jules Isaac, dont on Bien peut sûr. dire, en reprenant le mot d'Anatole France lors de l'éloge funèbre à Émile Zola, il fut un moment de la conscience humaine. Eh bien, il a été un moment de la conscience humaine, et c'est pas pour rien qu'il y a un très beau titre d'un livre qui est la biographie de Jules Isaac, qui s'intitule « La conscience de l'Église ». Eh bien, c'est exactement le cas. Son interpellation, pour nos amis de KTO, c'est le rappel de son interpellation à Jean XXIII, qui a été déterminante au moment du Concile Vatican II et avec la déclaration Nostra Aetate. Effectivement, Jules Isaac est une des grandes consciences de notre siècle. Voilà, je trouve d'ailleurs qu'il reste trop méconnu Absolument. par rapport à la notoriété que son engagement, ses réalisations mériteraient de lui donner. Mais c'est poursuivre le combat pour sa mémoire aussi à travers ce dialogue-là. Et pour dire à nos amis, à un moment donné, il avait été question de demander au président de la République qu'il puisse entrer au Panthéon. Le président de la République était favorable, mais bien entendu, il fallait l'accord de la famille pour x, y raison. Pour l'instant, il n'y a pas cette acceptation, mais c'est vrai que c'est une figure éminente qui a interpellé l'Église, interpellé les consciences et qui a permis ce changement de paradigme fondamental dans les relations entre juifs et chrétiens. Il faut, en cet instant, lui rendre hommage. Nous allons marquer une deuxième pause maintenant, avant la dernière partie de cette émission, Juifs et chrétiens, dialogue au présent, dans lequel le père Christophe Le Sourd dialogue avec son invité, qui est aujourd'hui Jonathan Arfi, président du CRIF. A tout de suite.
Et nous nous retrouvons sur KTO Radio pour la dernière partie de notre émission Dialogue au présent avec le père Christophe Le Sourd et son invité Jonathan Arfi. Bien entendu, il est important maintenant d'évoquer les conséquences du 7 octobre 2023 avec toutes ces incidences. Première question, Jonathan, comment les Juifs de France avez-vous vécu, ressenti au moment de ces actes terroristes? D'abord, il y a eu un moment de sidération. En voyant les premières images, c'est-à-dire celles des pick-up de terroristes du Hamas rentrant dans les villes israéliennes, ce qui était quelque chose de totalement inconcevable. Bien sûr, des attentats pouvaient se produire. Bien sûr, il y avait des roquettes du Hamas régulièrement. Mais de voir une invasion du territoire israélien massive, même si les premières heures, nous ne savions pas trop de combien de personnes il s'agissait, c'est quelque chose qui était une forme de choc. Parce qu'il faut comprendre que ce que représente Israël dans la conscience juive. Pour la conscience juive qui vit avec un inconsolable sentiment de vulnérabilité dans l'histoire, eh bien, Israël représente une forme de sanctuaire, un lieu protégé. Et c'est comme si d'un coup, ce que Israël était censé incarner s'était effondré et que Israël était projeté des siècles en arrière dans une vulnérabilité diasporique quasiment. Et que nous étions revenus au temps des shtetl et des pogroms des Cosaques. Et c'est ça, dans l'inconscient collectif juif, que ces images ont réveillé. Mon premier réflexe, dès 8h du matin, ce samedi matin-là, a été d'appeler le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur pour souligner les risques qu'il y avait de voir tout de suite les actes antisémites augmenter dans notre pays. Nous étions à ce moment-là un jour de Shabbat avec des offices dans les synagogues, avec aussi une fête juive de Simchat Torah qui était à la fin de Sukkot, donc à ce moment-là. Et il y avait un vrai sujet de sécurisation parce que c'est peut-être le plus grand point d'interrogation lié à l'antisémitisme et au 7 octobre. Quand on voit un massacre de juifs, on pourrait imaginer que dans les jours et les semaines qui suivent, il y ait d'abord et avant tout un élan d'empathie vis-à-vis des juifs et donc, au fond, une parenthèse sur la question de l'antisémitisme, qu'on ait moins d'actes antisémites dans les jours et les semaines qui suivent. Or, dans l'antisémitisme, c'est toujours l'inverse. Chaque fois qu'il y a un acte d'antisémitisme majeur, il y a derrière un effet d'entraînement, une forme de libération, d'activation du phénomène. Alors on l'a vu là le 7 octobre. Dès le 7 octobre au soir d'ailleurs, ça n'a pas attendu la réponse militaire israélienne. L'antisémitisme est d'abord une réponse au 7 octobre, une forme de réponse à l'appel lancé au passage à l'acte, plus qu'une réponse à une indignation face aux images de Gaza. C'est ça la réalité. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on a vu aussi un redoublement des actes antisémites à l'époque, après l'attentat de l'Hypercacher ou après l'attentat de Toulouse en 2012. On voit que l'antisémitisme fonctionne par vague et par effet de libération, d'activation. Tout à l'heure, tu évoquais les nouvelles formes de l'antisémitisme. On peut se dire que c'est une sorte de virus mutant. Quelles seraient les caractéristiques de la mutation de ce virus aujourd'hui ? D'abord, il a aujourd'hui des carburants qui sont puissants, qui ont pris le relais des carburants historiques. Alors le carburant très ancien d'un antijudaïsme religieux, mais au bout duquel le Vatican II est quand même arrivé, qui est arrivé à résoudre et à contenir, l'antisémitisme racial nazi, qui lui aussi est quand même largement derrière nous, heureusement. Mais on a vu depuis le début des années 2000, avec le début de la seconde intifada au Proche-Orient, la montée en puissance de 3 nouveaux carburants que sont la haine d'Israël, l'islamisme et les regains de discours complotistes. Alors la haine d'Israël, c'est évidemment très flagrant depuis le 7 octobre. On prend prétexte du conflit à Gaza, on prend prétexte de la détresse des populations civiles palestiniennes pour justifier des passages à l'acte contre les Juifs. Mais d'abord, cette justification n'a pas de sens. Elle est le produit d'une essentialisation qui est par elle-même déjà antisémite. Et puis, surtout, il n'y a rien de nouveau. L'antisémitisme a toujours fonctionné comme ça. Il a toujours cherché dans l'air du temps des mots derrière lesquels se cacher pour justifier ses actes.
La deuxième moteur, celui de l'islamisme, il est assez cohérent. L'idéologie islamiste intègre une part d'antisémitisme. Il n'y a pas d'islamiste qui ne soit pas aussi antisémite, comme il est d'ailleurs aussi anti-chrétien, anti-LGBT, comme on peut l'imaginer dans la doctrine islamiste. Et donc, à cet instant, on peut recommander le très remarquable livre de Mohamed Sifawi, Hamas. Exactement, qui décrypte très bien le projet idéologique du Hamas. Et puis le troisième levier, c'est celui des réseaux sociaux et du complotisme. On a vu, à la faveur des réseaux sociaux, se développer des discours complotistes qui étaient ceux d'il y a 120 ans. Les Juifs et l'argent, les Juifs et les médias, les Juifs qui contrôlent le monde, et ainsi de suite. Et la rhétorique, la grammaire de ces discours complotistes ont été revitalisés par les réseaux sociaux et ont sauté des générations. On a dorénavant des nouvelles générations qui, à cause des réseaux sociaux, sont beaucoup plus poreuses à l'antisémitisme que les générations précédentes. Et ça, ces trois moteurs nouveaux de l'antisémitisme sont évidemment extrêmement menaçants et nous obligent à adapter notre réponse. Pour que nos amis auditeurs puissent comprendre, c'est dans le concret de la vie. Comment ça se passe ? Dans le concret d'abord, pour avoir une idée des chiffres. Dans les années 90, il y avait quelques dizaines d'actes antisémites enregistrés chaque année par le ministère de l'Intérieur. Quelques dizaines de trop, mais quelques dizaines entre guillemets seulement. Bien sûr, ça n'est que la part qui a fait l'objet de dépôts de plainte, mais c'est un indicateur. Dans les années 2000, on est passé à quelques centaines. Ça pouvait monter, descendre, et même les années calmes, ça ne revenait pas aux dizaines des années 90, mais on était toujours en centaines. Et puis, en 2023, en 2024, et malheureusement, je le crains aussi en 2025, les actes antisémites se sont comptés en milliers. 1676 actes en 2023, 1570 en 2024. Donc on voit qu'on a un changement d'échelle du phénomène. Et ce phénomène, il recoupe un antisémitisme d'atmosphère, c'est-à-dire des discours de stigmatisation des étudiants juifs dans les universités, renvoyés sans cesse à la question d'Israël, des juifs qui, par peur, vont effacer leur nom des applications mobiles, enlever la mezouza donc qu'on met sur la porte pour pas être identifié comme juif dans un immeuble, ce genre de choses. Et puis il y a ensuite un antisémitisme, on va dire d'agression, de passage à l'acte, qui lui se retrouve évidemment nourri par les discours les plus radicaux, qui font qu'aujourd'hui l'antisémitisme c'est moins de risques de discrimination, mais plus de risques d'agression, par exemple par rapport au racisme. Donc c'est des ressorts qui sont très différents. Tout à l'heure, tu évoquais le pourcentage. Tu disais, 1%. Ce qu'on peut dire aussi à nos amis auditeurs, c'est qu'il n'y a pas plus de juifs en France aujourd'hui qu'il y a 20 ans, il y en a moins. Et donc, c'est important de prendre conscience de cela, et sans doute du fait, précisément, de l'antisémitisme. Eh bien, d'abord, on estime qu'il y a à peu près 1% de juifs en France. Il n'y a pas de chiffres scientifiques, parce qu'il n'y a pas de statistiques religieuses, ethniques dans notre pays. Donc 1% de juifs à peu près, mais c'est environ 50% des actes haineux anti-religieux dans notre pays. Ça donne une idée quand même de la surreprésentation, du poids de l'antisémitisme dans notre société. La deuxième chose qui est important à avoir en tête, c'est qu'effectivement, il y a eu des départs de Français juifs qui ont quitté leur pays à cause de l'antisémitisme, qui ont fait le choix d'aller vivre pour certains en Israël. Alors, il y a toujours eu des gens qui ont fait ce choix-là pour des raisons spirituelles, personnelles, mais effectivement, on a vu ces derniers temps un regain de départ motivé par la question de l'antisémitisme. Et ça se retrouve aussi dans un autre phénomène qui, pour moi, est tout aussi inquiétant et tout aussi puissant et révélateur que ces départs vers Israël. Ce sont les personnes qui choisissent de sortir leurs enfants de l'école publique pour les mettre dans des écoles privées juives. Alors, parfois dans le privé catholique, d'ailleurs, qui accueille beaucoup d'enfants juifs, et il faut le souligner, et qui constitue pour beaucoup un havre de paix aussi face à l'antisémitisme. Mais de voir que beaucoup font le choix de quitter l'école publique à cause de l'antisémitisme, et pas simplement pour trouver un projet pédagogique qui leur correspond plus, eh bien ça aussi, c'est un signal d'alarme extrêmement fort qu'il faut entendre. Il y a quelques semaines, à l'occasion du 10e anniversaire des attentats
à la fois de Charlie Hebdo et de l'Hyper-Cacher, il y a eu des cérémonies. D'abord à l'Hyper-Cacher et puis le soir, un rassemblement à la Mutualité. Ça, vous l'aviez organisé conjointement avec Charlie Hebdo. Il y a eu plusieurs tables rondes. Est-ce que tu peux en donner les thématiques et les thèmes saillants ? Oui, on a, pour ce 10e anniversaire, il me paraissait important de retrouver ce qu'était l'esprit du 11 janvier 2015 dans notre pays. Rappelez-vous, le 11 janvier 2015, la grande manifestation, j'allais dire unitaire, peut-être le dernier grand moment d'unité de la société française, il y a maintenant 10 ans. Et il nous semblait important de retrouver cette unité-là en organisant un événement commun avec Charlie Hebdo, ce que nous avons donc fait le soir, le 8 janvier au soir, à la Mutualité, avec effectivement différentes tables rondes sur la liberté d'expression, sur l'antisémitisme, et puis aussi sur la République, sur qu'est-ce que c'est que le projet pour notre société de vivre ensemble, parce que c'est bien cela dont il faut parler, la cohésion nationale, la capacité à défendre la République. Des figures variées, Cynthia Fleury, Dominique Régnier, Sophia Aram, Caroline Fourest, Richard Malka, bien sûr, mais surtout Rhys, de Charlie Hebdo, qui a dit avec émotion aussi les choses. Et c'était important pour le CRIF de cultiver ce lien-là à ce moment-là pour dire que d'abord c'est un combat partagé avec d'autres. Nous ne sommes pas seuls dans le combat contre l'antisémitisme et pour la République. Nous ne sommes pas seuls. Quel est le message que tu pourrais, comme président du CRIF, laisser à nos amis auditeurs de KTO Radio ? Peut-être un message simple, c'est de dire que l'antisémitisme est un poison qui ne menace pas que les Juifs, mais menace l'ensemble de la société. L'antisémitisme dans l'histoire a toujours commencé avec les Juifs, mais ne s'est jamais arrêté aux Juifs, et que donc c'est un combat à mener en commun, parce qu'il porte en lui aussi des combats pour l'ensemble des phénomènes qui divisent, fracturent notre société. Voilà pourquoi je considère que c'est un combat d'intérêt général, et je sais que le monde catholique français y est particulièrement sensible parce qu'il sait à quel point ce qui fracture est dangereux pour notre pays. Merci Jonathan, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Jonathan Herfi d'être venu au micro de KTO Radio. Merci pour ce dialogue avec Christophe Le Sourd. Merci beaucoup Christophe de ces dialogues que tu nous offres mois après mois. Nous espérons que vous tous qui nous avez écoutés aujourd'hui avez aimé partager ce nouveau dialogue. Nous vous retrouvons donc le mois prochain avec le père Christophe Le Sourd, un nouvel invité représentant de la communauté juive, pour toujours mieux nous connaître, mieux nous estimer, et à très bientôt donc sur KTO Radio. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent.